Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour, c'est l'été. C'est l'été, voilà. Enfin l'été. Mais pas partout, il paraît que dans le sud, il fait pas super beau. Voilà, on commence toujours notre petit point météo. Oui, absolument. J'ai eu une amie qui est à Cannes et qui m'a dit qu'il ne faisait pas très beau. Voilà, le point météo du jour. Non, Cannes, il y a de tout. Vrai, il y a de tout, comme partout. Bah, on salue nos Mardi auditeurs de Cannes. 25 juin, bonjour Daniel Giberstein. Merci bonjour d'être Valérie. avec nous. Bonjour Vous êtes Gilles. réalisateur, on va parler avec vous d'un documentaire formidable, Dim Story, Le silence des tableaux. C'est une on peut le voir en rediff sur LCP. C'est ce soir la première. Demain soir. Demain soir, mercredi soir. Et c'est en rediffusion évidemment plusieurs fois le samedi. Allez-y parce que LCP c'est pas forcément une chaîne sur laquelle on a l'habitude d'aller forcément. Et là c'est vraiment un documentaire incroyable sur Dim. Tout le monde connaît Dim. Et c'était votre papa. Voilà. Vous aviez pas la musique plutôt Dim, que Dim fait partie du patrimoine national. Absolument. Dim fait partie de ces la saga publicitaire Dim est enracinée dans l'inconscient collectif. C'est vraiment une saga publicitaire exceptionnelle. Et incroyable d'ailleurs, on apprend dans ce documentaire, alors moi ça m'a assis, on apprend des choses très graves et l'histoire, on va en parler après la publicité, mais le ta-da-da-ta-ta-ta, c'est Lalo Schifrin, celui-là même qui a composé la musique de Mission Impossible. Incroyable. Ouais, c'est le grand compositeur. Il avait composé cette musique pour un film qui s'appelle The Fox, Le Renard, dans un tempo complètement différent, et quelqu'un chez Publicis l'a repéré et l'a adapté pour... Et ils ont pris, au départ, enfin c'est raconté dans le film, les droits pour 1 an seulement, et ils ont renouvelé pendant 40 années successives donc les ça droits a de la apporté musique. un peu d'argent à Lalo. Il paraît qu'il s'est acheté une belle piscine à Los Angeles. Oui, sûrement plus que la piscine. Mais on va parler de Dim, de cette marque effectivement mythique qui fait partie de la vie des Français, qui fait partie des marques iconiques, et puis de l'histoire de votre père, de son douloureux passé. Non, ça part pas vraiment au bon moment. Voilà, c'est la musique de Dim. Mais on va en reparler. Mais Bernard Giberstein, votre père, cachait un drame assez profond dont il n'a jamais parlé avec vous. Il a mis fin à ses jours. Et c'est ce que vous racontez également dans ce documentaire formidable et extrêmement bien réalisé. Vous avez mis des dîmes pour l'émission ? Non, il fait trop chaud. Mais les Dim Up, ça a été dans les années 80 un truc formidable. Alors vous parlez des Dim Up, je vois que vous connaissez bien, mais c'était une idée qu'il avait eue en 1965. Incroyable. Et je peux vous en parler précisément parce que j'avais obligation de les mettre pour tester les élastiques, parce qu'à l'époque, il cherchait un élastique qui puisse... Son débat, il faut expliquer aux auditeurs. C'est son débat sans porte-jartel. Et donc, il y a un élastique en haut. Il avait eu cette idée. Il voulait toujours simplifier la vie des femmes et donc retirer les porte-jartels. Et donc, il nous faisait, à ma maman mais à nous également, les enfants, mon frère Michel et moi, tester pour savoir si l'élastique ne serrait pas trop, si ça glissait pas. Et je vous raconte pas, les jours où on avait gymnastique, c'était quand même spécial. On va reparler de cette saga, et Stéphane, notre fidèle auditeur, dit, et c'est surtout une histoire de technologie incroyable, et effectivement, vous l'évoquez dans ce documentaire. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Macron est-il en campagne ou pas ? Va-t-il parler encore plus que Gabriel Attal ? D'ailleurs, il y a un débat ce soir sur TF1. Il a écrit dans la presse régionale, il s'est exprimé. Et cet article dans la presse régionale, vous vous doutez que c'est pas passé inaperçu dans les médias, comme le constatait Quotidien. Devait se faire tout petit. Mais finalement, non. Alors c'est le président de la République, c'est décidément plus fort que lui. Dès qu'il en a l'occasion, Emmanuel Macron parle de la dissolution, des législatives, de l'avenir du pays. Dernière sortie présidentielle en date, c'était hier. Une lettre de la dernière chance fraîchement accueillie par les médias. Répétitive. Répétitive, très bien, un mot, ça me va. À contretemps. À contretemps. Et sans doute inefficace. Toute la complexité pour Emmanuel Macron, c'est de réussir à faire campagne sans faire campagne. Il doit se planquer tout en faisant passer ses messages. Et c'était sans compter sur la fête de la musique, ce week-end à l'Élysée. Il a beaucoup parlé, il a d'ailleurs fait une annonce passée totalement inaperçue. Nous qui avons inventé la Fashion Week, qui a tant de succès, on s'est dit, il faut créer la Music Week.
Je prends un engagement, donc l'année prochaine, on aura la Music Week. Et oui, l'année prochaine, on aura la Music Week. On verra qui dansera. On a inventé la Fashion Week. Oui. Je pense que c'est plutôt les Italiens. Il faudrait que je me renseigne. Ou les Américains. Ouais. Je vais maintenant passer à un son très important où j'attends votre réaction. Hier, Anne Sinclair est revenue sur la responsabilité de la montée du Rassemblement national et des journalistes. Elle a expliqué qu'il ne fallait pas voter RN, même si évidemment elle, en tant que juive, les déclarations sur la Palestine la touchaient, mais elle ne veut pas se culpabiliser d'avoir laissé le Rassemblement national au pouvoir. C'était hier dans le Quotidien. Je pense qu'on n'a pas su bien expliquer ce qu'ils voulaient, ce qu'était la préférence nationale. La préférence nationale, c'est un slogan qui fait plus chic. Ça s'appelle la France aux Français. Ça a été le slogan des ligues d'extrême droite du XXe siècle. Vous savez, ça me rappelle cette parabole qui se trouve d'ailleurs gravée sur le mur du musée de l'Holocauste à Washington. Il avait dit quand on est venu chercher les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on est venu chercher les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Quand on est venu chercher les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Et quand on est venu me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Moi, je voudrais pas qu'on vive cette situation et qu'on ajoute quand on est venu chercher les musulmans, je n'ai rien dit parce que j'étais pas musulmane. Alors évidemment, on va parler de votre papa et de la famille qui a été dans les camps et l'histoire qui est racontée dans ce documentaire. Moi, je voulais avoir votre regard sur ce qu'on vit actuellement et sur le débat actuel sur l'antisémitisme qui monte en France. Alors déjà, je voudrais dire que dans un certain sens, je suis heureux que mes parents soient pas là pour assister à tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que jamais ils n'auraient cru que ça puisse, une situation pareille puisse revenir. C'est très compliqué par rapport à ce que vient de dire Anne Sinclair, qui touche beaucoup toute la communauté juive. Moi, je sais que Hitler est arrivé au pouvoir d'une façon démocratique, quoi. Il a été élu et après on a vu ce qui s'est passé. Donc c'est une situation un petit peu impossible à laquelle la communauté juive est confrontée. Il faut savoir qu'il faut être très très prudent. Après, il y a des choix à faire. Je pense que il faut, éviter absolument de voter à l'extrême gauche. Tous les extrêmes sont très dangereuses. L'extrême gauche a dit quand même un certain nombre de choses contre la communauté juive. Et après, par rapport à l'extrême droite, il faut être prudent. Et puis je laisse à chacun le soin de faire son choix. Ouais. Sachant que Jordan Bardella est né plus de 45 ans après la fin de la Première Guerre. Oui, bien sûr. Et puis que l'instrumentalisation, aujourd'hui, de l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien, il revient plutôt à l'extrême gauche, à LFI, que au Rassemblement national. Quand on reprend les propos de Serge Klarsfeld, qui ont été condamnés, ou reprochés par certains, mais aujourd'hui, je trouve qu'Anne Sinclair fait fausse route. Moi, en parlant d'un Rassemblement national, j'ai beaucoup de gens de la communauté juive qui me disent qu'ils vont voter Rassemblement national. Il y a énormément de juifs qui vont voter RN, tout à fait. Après, moi quand on a été baigné, élevé, comme je le raconte dans ce film, avec les traumatismes de la guerre, on a toujours si ce n'est une réticence, mais en tout cas une grande prudence pour... Bien sûr. Voilà. Valérie, dans C'est à vous, le spécialiste musical Bertrand Dical, il a vu quoi? Le documentaire Je suis Céline, vous étiez au courant, Je suis Céline Dion sur Prime Video. Il est disponible dès aujourd'hui, dès cet après-midi, vous allez pouvoir aller voir. Vous avez regardé La Grande Semaine, vous l'auriez su. Voilà. Sur M6. Et donc, c'est aujourd'hui que sort le documentaire. Il a révélé ce qu'il a marqué le plus dans ce documentaire. Elle dit, j'ai suivi ma voix. Il y avait ma voix et je marchais derrière ma voix. Je faisais ce que me permettait de faire ma voix. Et elle dit des choses d'ailleurs. Elle dit à un moment, ce qui compte le plus, c'est l'interprétation.
Non, mon pote, c'est que la chanson soit bonne. Si, elle dit le plus important, c'est l'interprétation. Alors, effectivement, elle a toujours choisi des bonnes chansons. Elle a toujours eu un bon choix de répertoire. Mais c'est vrai que elle réduit elle-même sa carrière à sa voix. Et comme sa voix meurt... Sa carrière meurt. C'est un requiem. Incroyable, hein. Ouais. Documentaire qui est disponible dès maintenant donc sur la plateforme Prime. Ce week-end, c'était donc la fête de la musique, je vous en ai parlé hier, et je voulais vous parler également de Simon Makiovac. Vous savez qui est Simon Makiovac ? Il est steward chez Vueling, vous savez, la compagnie. Et il est passionné de musique et il a proposé à sa compagnie, alors vous savez que les règles dans l'aviation, c'est très très compliqué, il a proposé de jouer un concert durant un vol entre Barcelone et Paris. Vueling a dit oui, et du coup ils ont joué de la musique classique à un concert avec une équipe de stewards en plein vol dans l'avion. Alors nous sommes à 10 000 mètres d'altitude avec le bruit de l'avion, évidemment on va pas couper les moteurs. PNC, à vos instruments. Il y a le bruit de l'avion, et ils sont avec leurs instruments dans l'avion, équipés. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est joli, hein ? Oui. Tout le vol ? C'est un peu long. Non, je pense qu'ils ont fait une partie, parce que je pense qu'après les gens ont envie d'être tranquilles. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la saga Dim avec vous, Daniel Gilberstein. Dim Story, le silence des tableaux, formidable saga et histoire familiale très très lourde. Derrière cette légèreté du collant et de la musique se cache une histoire familiale assez tragique. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour. Voilà, je pense que cette musique résonne dans toutes les têtes. De la Lucifrine, je ne savais pas. Pardon ? Oui, la Lucifrine, absolument. Daniel Gilberstein est avec nous. Vous êtes réalisateur, vous êtes le fils du fondateur de Dim, Bernard Gilberstein. L'un des fils avec mon frère Michel. Et vous avez réalisé ce film qui raconte la saga Dim, mais qui raconte surtout l'histoire d'un homme exceptionnel, visionnaire. Au départ, vous nous disiez, c'est un film familial. Au début, si vous voulez, j'ai voulu aller recueillir des témoignages de collaborateurs, ouvriers, cadres qui avaient travaillé avec lui, qui avaient vécu cette épopée. Et puis, en les écoutant, j'ai vraiment découvert la proximité qui le liait avec ses salariés. C'était vraiment pour lui une seconde famille que je ne soupçonnais pas. Et donc le film a pris de l'ampleur au fur et à mesure des interviews, et en même temps j'ai découvert son passé dont il ne parlait pas avant Dim, c'est-à-dire sa jeunesse en Pologne, et puis tous les actes de bravoure qu'il a pendant la guerre, où il a sauvé des familles juives. Tout ça, je ne le savais pas. Parce qu'il arrive donc... Il quitte la Pologne pour aller faire des études. Il rate des études et ça va le sauver. Ouais, il est obligé de quitter la Pologne parce qu'il y a un numerus clausus qui interdit aux Juifs de s'inscrire dans les universités à Varsovie. Et donc, il part en Belgique. Et là, chaque été, il rentre passer ses vacances en famille. Il est très heureux de retrouver sa famille. Mais en 1939, il échoue à son examen. Et il y a une session de rattrapage en septembre. Et il décide de rester en Belgique pour préparer la session de rattrapage. S'il avait réussi, il serait rentré en Pologne et je ne serais pas là aujourd'hui. Et là, la Pologne est envahie. La Pologne est envahie. Il reçoit encore pendant 1 an à peu près des lettres de sa famille, et à Varsovie tout est détruit, on leur prend leur affaire, tout est brûlé, etc. Mais alors dans le film d'1 heure, j'ai pas le temps de raconter tout ça, mais ils partent à Bialystok en zone russe. Et les Russes, c'était l'accord germano-soviétique, jusqu'à ce que les Allemands envahissent la Russie en juin 40. Les Juifs sont protégés là. Et il reçoit des lettres de sa famille lui disant « On espère que tu pourras bientôt nous rejoindre parce qu'ici c'est calme ». Donc il a toujours un espoir de les retrouver. Mais en fait, ça va basculer très vite. Ils vont tous être déportés. Et en fait, il n'a jamais parlé de ce passé. C'est en vous penchant sur son histoire que vous avez découvert tout cela et peut-être compris son suicide. On peut le dire
puisque le film commence par le suicide de votre père. Que vous découvrez, hein, c'est vous qui vous le voyez mort. Je suis présent. Si vous voulez, chez nous, il y avait les portraits de ses parents qui étaient au mur, mais voilà, ils faisaient partie du décor et on n'en parlait pas. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir posé de questions. Et donc mon père, alors il faut quand même dire que mon père était quelqu'un de extrêmement positif. Il était résolument tourné vers l'avenir. Il avait 10 idées à la minute et il n'y avait pas un problème où il ne trouve pas une solution. Mais toute sa vie va s'en vouloir et d'être hanté sur le fait que toute sa famille a disparu et lui est vivant. Oui, il culpabilise bien sûr un peu parce qu'il aurait aimé les sauver, comme il a sauvé d'autres familles juives, mais malheureusement c'était impossible. Et il va sans doute culpabiliser. Alors si vous voulez, moi j'interprète selon ma sensibilité, parce que il y a une image qui est très forte dans le film. C'est lors de ma bar mitzvah, quand je fais mon discours. Alors, mon père est plongé dans un regard mélancolique, alors que... Et là, quand j'ai revu ce film bien des années plus tard, peut-être 50 ans plus tard, où je le montrais à ma maman qui était malade et je lui repassais le film, tout d'un coup, j'ai vu le regard de mon père et je me suis dit, mais là, il pensait à sa première famille, quoi. Et ils auraient aimé qu'elle soit là. Et c'est quelque chose que j'ai découvert et qui a été un des éléments déclencheurs pour moi pour faire ce film. Oui, ça a été... parce que vous le faites finalement assez tard dans votre vie, ce film. Oui, je le fais très tard. Et il y a eu 2 éléments. Il y a eu ce regard mélancolique qui m'a fait comprendre que voilà, il y a quand même certains moments où il devait penser à sa famille. Et l'autre, c'est un message que j'avais découvert en 92 dans un livre d'or où il y a un hommage qui était rendu à mon père. Et le message, qui était très court, disait d'un collaborateur de mon père chez DIM, disait à mon maître Bernard Giberstein, à qui je dois tout et la vie en particulier, parce que pendant la guerre, il a sauvé la vie de toute notre famille. Alors sur le moment, je n'avais pas compris, mais il était resté gravé dans mon esprit. Un documentaire fort, incarné par la voix de Francis Huster, qui met tout son empreinte dans le documentaire. Écoutez les 20 premières secondes. J'ai toujours été admiratif de mon père. Pour moi, c'était un héros. Un homme de cœur, à l'âme généreuse, un novateur qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il ne nous a jamais parlé de son enfance, ni à mon frère Michel, ni à moi. C'est en cherchant à comprendre ses silences, j'ai découvert ses secrets et ses fantômes. Il est incroyable, Francis Huster, durant tout le documentaire. Il le fait vivre, il donne une vie à ce documentaire. Il le porte. Alors, il faut ici remercier Michel Drucker qui avait fait la première voix, hein, c'est ça il avait fait la voix pour la bande-annonce, Michel. Ah, voilà. Mais il apparaît dans le film par rapport à l'histoire de ma maman. Parce qu'il faut rappeler que votre maman a été sauvée par le père de Michel Drucker, qui avait été arrêté, Abraham Drucker, qui avait été arrêté sur dénonciation en tant que juif et interné au camp de Drancy. Il était le médecin-chef du camp et il avait pris ma maman en affection et il a sauvé d'autres personnes également. Et ma maman m'a toujours dit, quand elle a vu Michel apparaître à la télévision dans les années 60-70, elle m'a dit, mais c'est son papa qui m'a sauvé la vie au camp de Drancy. Et donc Michel a été bouleversé par cette histoire. Et quand j'ai eu l'idée de demander à Francis Huster de faire la voix du commentaire, Michel m'a tout de suite mis en relation avec Francis et lui a raconté le thème du film et Francis a gentiment accepté de... Alors il faut parler de l'entreprise aussi, Dim, et des idées révolutionnaires qu'il avait, parce qu'il a été novateur dans beaucoup de secteurs et c'est vrai que les témoignages qu'on voit aussi, vous l'évoquiez, de ses collaborateurs sont vraiment empreints de respect, d'affection et d'admiration pour l'homme qu'il a été. Il a, sur
sur l'égalité femmes-hommes, qui était à l'époque pas quelque chose qui était vraiment à la mode, mais surtout sur la technique, tous les tests qu'il a fait pour que ses bas soient différents des autres et ne se déchirent pas. Il y a une phrase, je crois que c'est de Confucius, qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus jamais à travailler ». C'est-à-dire que c'est une définition un peu de la passion. Si on est passionné, effectivement, on travaille dans la joie. Et effectivement, mon père arrivait à susciter ça chez ses collaborateurs. Il était très proche d'eux. Il leur a transmis sa passion du travail et également, il a accompagné la libération de la femme dans leur mouvement, dans la liberté, mais aussi la liberté de travail. Et il donnait beaucoup de responsabilités aux femmes et il permettait à ses employés, hommes et femmes, d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise, de grandir avec l'entreprise. Et il faisait pas de différence au niveau salarial et sur le plan du travail avec les hommes et les femmes. C'était vraiment... Il était très novateur. Dans ce domaine-là également. Ce qui est incroyable, c'est que, évidemment, au début, aux sorties de la guerre, les femmes portent des barésies et ce qu'on appelle des bas coutures, avec la couture derrière. Il va supprimer cette couture et alors là, c'est la révolution. Et on lui dit, ça ne va pas marcher. Comment on peut le faire? Parce que la couture faisait partie du bas. Même pendant la guerre, les femmes se dessinaient une couture sur la jambe et penser à supprimer cette couture, c'était vraiment quelque chose qui paraissait impossible. Alors, il va inventer. Alors, toute l'histoire est totalement folle. Déjà, le bas et l'unité. C'est fantastique. On pouvait acheter un bas. C'est vrai, on a deux jambes. On pense que il faut les acheter deux par deux, mais en fait, on les file un par un. Donc, et ça va être un carton, parce qu'il les vend dans des sachets. Les bas dimanche au départ. Dans des chapelets. Les bas dimanche, les bas dimanche. Des bas chics et pas chers. Voilà. Après, il va inventer le collant. C'est-à-dire, il va libérer les femmes. C'est-à-dire que une de ses forces, c'était, et de Dim à cette époque-là, c'était la rapidité avec laquelle il pouvait changer. Absolument. Parce que, si vous voulez, il prenait de vitesse tous ses concurrents. Comme vous le rappeliez très justement là à l'instant, le chapelet, c'était un carton total. Et c'était 100% des ventes de Dim. Mais il va pas se dire, tiens, on va lancer un nouveau truc auquel j'ai pensé, le collant, on va le tester, il y croit, et il fonce, et il arrête le chapelet. Et le succès du collant est encore plus immense que celui du qui arrive au moment où les femmes sont libérées également avec la mini-jupe de Marie-Cor. Et là, évidemment, qu'on a une mini-jupe, on montre ses jambes. C'est-à-dire qu'il était capable de sentir ce qui allait marcher et de comprendre le besoin des femmes avant qu'elles-mêmes, les femmes, sachent ce qu'elles veulent. Donc c'est extraordinaire. Il y a une question d'un auditeur qui me dit qu'est-ce qui le passionnait dans la jambe des femmes? Quel est le secret? Pourquoi les bas et pourquoi la jambe, les jambes des femmes? Je pense qu'il aimait les femmes déjà, pour commencer, et que il a voulu, il estimait, enfin, il y avait vraiment une volonté de libérer la femme dans tous les sens du terme. Et même, je le dis dans le film, il a appris à ma maman à conduire, et ma maman a été une des premières femmes à avoir son permis. Magnifique, et les images sont sublimes, elle était d'une beauté incroyable. Et effectivement, elle conduisait. Elle conduisait, et puis il confiait des responsabilités aux femmes, et ça faisait partie il voulait leur simplifier la vie, et c'est ce qu'il a fait parce qu'il voyait aussi à grande échelle, il voyait grand, et c'est ce qui va le perdre. Et oui, mais enfin c'est ce qu'il a fait son succès, parce qu'il était capable il était capable vraiment de, si vous voulez, faire un collant en quelques exemplaires de bonne qualité, parce qu'il était très très exigeant sur la qualité. Il disait à une femme, une cliente déçue est une cliente perdue. Donc il fallait absolument que ce soit 100%, un peu comme si vous voulez la sécurité dans l'aviation. Il plaisantait pas avec ça. Et donc fabriquer 1 million de collants par jour, d'une qualité irréprochable, dans 40 usines dans le monde, il faut quand même arriver à l'organiser. C'est pas tout d'avoir l'idée, il faut le faire. Comment vous expliquez qu'il a tout perdu? C'est incroyable, il était... Alors, ce qui lui a réussi tout au long de sa carrière, c'est qu'il a eu des idées qui ont fonctionné à chaque fois. Mais c'était pas forcément un financier.
Mais au Japon, il s'attendait pas à, si vous voulez, il est allé conquérir le marché japonais. Personne n'y était allé avant lui. Il essuyait les plâtres. Et la mentalité japonaise, on l'a vu par la suite avec Carlos Ghosn, avec Renault, ça a été terrible. Le protectionnisme japonais, il y a beaucoup de thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'il a accepté et ça a été un revers auquel il s'attendait pas. Est-ce qu'il a accepté que ses bas soient vendus en Allemagne? En Allemagne, oui, il cherchait d'ailleurs. Oui, parce que lui, il cherchait à conquérir tous les marchés. Et le marché allemand était un très gros marché. Mais en Allemagne, il y avait un très gros concurrent qui s'appelle Nurdi. Je crois qu'il existe toujours aujourd'hui. Et le marché allemand était très difficile à conquérir. Et c'est pour ça qu'il est plutôt parti au Japon. S'il avait pu, en Europe, parce qu'il y a eu l'arrivée du pantalon, qui a quand même été, des ventes. Et il a cherché à compenser en vendant. Mais quand il vendait au Japon, il a ouvert une usine en Corée où il y avait 2000 personnes. Il essayait toujours, pour la confection, alors les prix de revient étaient moindres et ça lui permettait d'avoir un prix bien meilleur pour le marché japonais. Et il a fait pareil à Porto Rico pour le marché américain. Il était vraiment novateur. Ouais, novateur. Ce reportage, ce documentaire plus précisément, est vraiment un petit bijou de réalisation, d'humanité et alors les petites boîtes de dîmes aussi, on n'a pas parlé. Les petits cubes, la pub aussi, l'importance de la pub. Le collant en chiffon. Je voudrais juste ajouter que j'ai fait ce documentaire en collaboration avec mon ami réalisateur Bernard Casse-de-Pâte. Bien connu en télévision. Voilà, et qui m'a beaucoup aidé sur... Et donc c'est à voir demain soir sur LCP à 20h30. Il y a des replays, des rediffusions. Vous allez trouver ça sur vos box, mais vraiment ne manquez ne manquez pas ce document. Moi j'ai commencé à le regarder, j'ai été vraiment passionné par cette histoire. Merci beaucoup Valérie. Merci d'avoir été avec nous, Gilles. Daniel Giberstein, et on vous retrouve évidemment avec ce documentaire sur LCP. Nous dans un instant on va être avec une fille de pub, la fille de Jacques Séguéla qui elle réalise des petites pastilles en hommage à la France. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.